J'ai une question sur votre manière de raconter les films en images, qui est très bien illustrée par Cheval de Guerre. La plupart des films à grand spectacle, des films d'action, utilisent des montages très nerveux, des plans très serrés, des enchaînements de plans comme ça, avec un rythme soutenu. Et vous êtes à contre-courant de ça, vous utilisez des plans larges, des mouvements de caméra amples, souvent des plans séquences, avec un jeu sur la composition. Je voulais savoir si cette manière de raconter les histoires visuelles, en quoi elle est importante pour vous de cette manière-là, d'un point de vue narratif et émotionnel. So the first question is a lot of people use a very edgy, sharp, jumpy cut way of looking at it. We use a lot of wide angles, it's much slower pace, it's much ampler. So is there a particular narrative reasoning behind this? Non, il n'y a pas de raison derrière, en fait. Vous savez, en termes d'exercice de narration. Mais ce qui se passe, c'est que le public a la possibilité d'exister dans l'instant. Donc de façon plus longue que dans un film normal, en fait, où le montage, où l'énergie, en fait, vient non pas de ce qui se passe à l'intérieur de l'image, mais ce qui se passe dans le montage de l'image. Là, quand il y a un montage frénétique, en fait, on a des palpitations au cœur, pas à cause de l'émotion, mais c'est parce que les images changent rapidement. Et là, je pense que les images doivent parler pour elles-mêmes. Elles ont le droit d'exister si elles sont assez bonnes. Donc on peut les regarder longtemps et c'est le public qui décidera où il faut regarder. Donc dans ce film, surtout avec Joey le cheval, c'est beaucoup plus intéressant de regarder cet animal magnifique, remarquable, qui court longtemps, plutôt que d'aller dans la salle de montage pour le sauver. Le cheval n'avait pas besoin d'être sauvé. Et il était formidable dans ces scènes où il courait. She talked about tracking shots. There is an incredible tracking shot in the film, in the trenches, with the horse running, jumping, falling, running again, etc. Yesterday you said that there was no digital horse in the film. Three shots. So that's one? No, that's not. Non, ça ne fait pas partie. One. That was not. How did you do that? Non, en fait, le cheval était dans la tranchée, il courait vers son entraîneur, donc il était content de courir vite pour aller rejoindre son entraîneur. Et on a déplacé la caméra avec lui, il y avait l'entraîneur derrière, il était formé, entraîné pour courir, c'était un super coureur, et il n'avait pas peur. Et ce qui comptait le plus, c'est Bobby Logan, qui était le chuchoteur, qui a entraîné tous les chevaux, y compris Joey. Il y avait une chose de très importante pour lui, c'est que les chevaux devaient se sentir en sécurité. S'il nous faisait confiance, c'était important. Donc là, il faisait des choses à ce moment-là que ne ferait pas un cheval autrement, un cheval qui ne faisait pas confiance. Donc Bobby, il avait établi cette confiance entre l'animal, entre l'entraîneur et les acteurs aussi, que le cheval a fait des miracles pour nous. Mais il y avait 3 scènes particulières, 3 images que on n'a pas pu faire au cheval, ce serait pas normal. Et là, on utilisait un peu de magie, mais c'est tout. Un peu de magie numérique. Mais, oui, c'était magique, c'était pas numérique. Okay. Tout au long de son parcours, Joey est un cheval qui ne rencontre que des hommes et des femmes qui le nourrissent, l'aident, le soignent et surtout cherchent à le sauver. Alors cette attraction qu'il exerce sur tout le monde, comment vous appelez ça, Monsieur Spielberg? Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est de la séduction ou du mérite? So throughout the film, Joey comes across people who want to help him all the time. They feed him, they take care of him. And what would you call that? Is it luck or is it something else? Je pense, n'oubliez pas que Joey, il n'a pas tiré un canon pendant 3 ans. Aucun cheval ne durait longtemps dans la Première Guerre mondiale. Là, il y avait plus de 5 millions de chevaux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Et là, on les épuisait tout simplement. Là, ils tiraient des canons, des ambulances, des charrettes, jusqu'à ce qu'ils tombent. Et n'oubliez pas que Joey, il est entré en guerre très tard. Et Joey, il était formidable quand il est allé à la ferme française. On l'a nourri, on l'a soigné, il était aimé par Émilie. Donc, quand les Allemands l'ont récupéré, et Joey, il est tombé entre les mains de Frédéric,
le palefrenier allemand, il n'avait jamais vu un cheval aussi beau. Et n'oublie pas, il regarde derrière l'épaule, il voit tous ces chevaux miteux derrière, et il regarde ces deux chevaux magnifiques devant lui. Et il admire la beauté de ces chevaux et comment ils ont pu survivre et être aussi beaux sous ces circonstances. Something else? Joey does have something else. Joey has. Oui, il a quelque chose d'autre, oui. Il a un esprit, on ne peut pas vraiment le toucher. Et je n'ai jamais essayé d'être précis là-dessus. C'était un cheval très tenace, courageux, un cheval qui était plein d'espoir. I have a question about new technologies. Will you use technologies like performance capture, shooting in 3D or in IMAX, or in 48 frames per second projects apart from Tintin? And talking about Tintin, which stories have been chosen for Peter Jackson's sequel? I'm not good. Bon, je ne vais pas parler des histoires qui ont été choisies pour la suite de Peter Jackson, parce qu'on s'est mis d'accord avec Peter qu'on n'allait pas en parler. Le scénario a été écrit, c'est plusieurs livres, c'est pas 3 livres, c'est 2 albums, donc c'est 2 albums et demi un petit peu, qu'il y avait avec le Secret des Licornes, c'était 2 livres et demi, 2 albums et demi. Mais bon, Peter va travailler sur ce film quand il aura terminé le tournage du Hobbit, et il va travailler avec les acteurs en 2012, là, donc c'est formidable. Et j'espère que je vais pouvoir réaliser le 3e film, parce que je me suis tellement amusé sur le premier. Donc 48 images par seconde numérique, là j'aime pas trop. Hein, donc Avatar 2, ça va être comme ça, le Hobbit ça va être comme ça. Je n'ai pas vu les tests encore. Peter a dit qu'il allait m'en montrer avec 48 images par seconde et je vais voir à quoi ça ressemble. Hein. La peur que j'ai, c'est que c'est un peu comme la télé en direct. Ça ne ressemble pas au film, à la pellicule. Donc je ne dis pas que je ne vais jamais travailler avec ce format, mais s'il y a des laboratoires qui existent pour traiter les films en photo finie, je vais continuer. Et la 3D, ça a marché pour Tintin. J'aurais pu faire le Cheval de guerre en 3D. J'ai choisi de ne pas le faire. C'est un outil de choix. Il ne faut pas que ce soit obligatoire. Hi, Mr. Spielberg, c'est John Honor. Quand vous travaillez avec des vrais comédiens, vous pouvez filmer leurs émotions qu'ils jouent afin de nous les transmettre aux spectateurs. Pour War Horse, le personnage principal est un cheval. Comment vous avez abordé votre mise en scène autant artistiquement que techniquement pour que l'émotion existe chez ce personnage et nous la transmette? When you're working, of course, you can direct them to get a particular emotion across. How did you manage to do this with a horse? How did you get the horse to express what you were looking for? Quand on demande à un cheval de montrer ses émotions comme font les acteurs, naturellement, là, ça demande beaucoup d'étapes. Cette étape, tout simplement, je ne suis pas allé voir le cheval pour le diriger personnellement, non. J'ai engagé un chuchoteur remarquable qui s'appelle Bobby Green. Il a entraîné des chevaux pour un film que nous avons produit, qui s'appelle Sea Biscuit. On l'a engagé et lui, il avait peu de temps. Mais il a fait un travail remarquable avec ce travail. Il a fait en sorte qu'il fasse comme prévu dans le scénario. Et j'avais une nouvelle idée pour le cheval. À chaque fois, j'allais voir Bobby pour demander. Je lui ai dit, il faudrait combien de temps pour que le cheval fasse ça? Et Bobby, il me disait, il va falloir une semaine, un jour, je ne sais pas. Et j'ai accepté ce qu'il me disait. Si c'était la bonne façon de faire, d'avoir l'émotion, le résultat cherché. Donc, toute la réalisation du cheval, en fait, je faisais à travers quelqu'un d'autre. Manière de filmer, notamment dans la première partie qui se passe dans le Devon. Est-ce que c'est un hommage à John Ford? Parce que dans le choix de vos couleurs, on a l'impression de retrouver du John Ford, et notamment L'Homme tranquille avec John Wayne. Est-ce que c'est volontaire ou pas? I'd like to come back to the way you film things. In the very first part of the film, in Devon, it's very reminiscent of John Ford in the choice of the colours and so on. Was it a deliberate tribute you were paying? Ah, merde. Denis, on peut arrêter le compte? Ouais, ok. Ouais, excuse-moi, j'ai perdu le... Let's come back to the way you film things. In the very first part of the film, in Devon, it's very reminiscent of John Ford in the choice of the colours and so on. Was it a deliberate tribute you were paying? Non, ce n'était pas... Non, non,
je ne voulais pas rendre hommage à John Ford. Je l'adore comme tout le monde, comme on devrait tous, mais je savais que le même principe, la même structure, la même ossature classique, en fait, c'est comme les histoires des films des années 30 qui étaient racontés par Raoul Walsh, John Ford, Howard Hawks, Victor Fleming, Michael Curtiz. Et c'était comme une histoire classique, en fait, c'est ça qui m'a attiré à cette histoire. Et bien sûr, je filme dans un endroit merveilleux en Angleterre, dans le Devon, et on ne fait pas des zooms dans un paysage pareil. Il faut avoir des plans larges, comme John Ford y faisait. Alors, Ford, bien sûr, j'y ai pensé. Est-ce que je recherchais à revoir ces films pour imiter ce qu'il faisait? Jamais. Good morning, sir. Je vais poser la question en français. Il y a un plan assez étonnant dans le film sur les mailles d'ampulles qui se transforment en champs labourés, qui est trafiqué numériquement, et qui m'a rappelé un plan assez similaire dans Tintin aussi, où deux mains qui se serrent devenaient une colline. Il nous a habitués depuis la guerre des mondes, Steven Spielberg, dans sa mise en scène, à utiliser de plus en plus le numérique. Est-ce que la révolution numérique va l'aider à tendre un peu plus vers ce vers quoi il a toujours tendu, c'est-à-dire un cinéma de l'évocation pure et de l'image dégagée de toute signification appuyée par les dialogues ou par le scénario? So, in the film with the plowed field, which is digitally worked on, and there are other things in Tintin as well, it's very reminiscent of things like that. Is digital technology going to help you to move towards some sort of pure evocation of image without the support of dialogue or narrative as such? Well, let me correct you there. There was... Non, il n'y avait pas de travail numérique de fait sur le champ labouré. On l'a labouré, c'était du travail dur. C'était pas des effets spéciaux, hein, c'était pas des génies des effets spéciaux. C'était avec un socle et puis des gens qui labouraient. Donc il n'y avait pas de travail dans ces scènes. Il n'y a pas de travail numérique. Dans très peu de choses dans le cheval de Troie. Mais la transition quand elle tricote, bon, maintenant je vois. Non, c'est une façon de montrer à quoi ça devrait ressembler le champ. Donc là, on voit, est-ce que ça va ressembler à la maille du tricot, avec Albert qui travaille avec le cheval. Donc c'était en fait, j'adore les transitions. Tintin a beaucoup de transitions comme ça. J'adore les transitions. Et donc là, ça fait que c'est sans couture en quelque sorte. Mais je pense que le cinéma numérique a un rôle dans le cinéma analogique, quand ce n'est pas visible. Mais dès qu'on fait un film, on voit 1000 soldats ou 100 000 soldats qui courent sur une colline. En fait, on sait qu'on n'a pas 100 000 figurants. On sait que ça ne peut pas exister pour un coût raisonnable. Donc on sait que ce n'est pas vrai. Même si ça a l'air vraisemblable. Mais c'est à vous de décider jusqu'où vous voulez nous permettre d'aller avec la créativité numérique. Vous acceptez des choses parce que vous voulez avoir peur des dinosaures numériques, par exemple. Ça, vous avez envie de ça. Mais il y a un endroit où le public va rejeter les effets spéciaux numériques. Et ils vont commencer à faire des films où on fait quelque chose qui existe réellement, dans le temps réel, le moment réel, comme il faisait longtemps. Et il y aura un moment où nous, le public, on va demander, on va dire on veut voir quelque chose de vrai. On sait qu'on peut faire ce qu'on veut, mais maintenant, montrez-nous à quoi ça ressemble, pour de vrai, pas dans un atelier numérique. Donc, j'espère qu'avec quelques exceptions, c'est un film analogique, bon, le cheval de guerre. You worked on water, you worked with children, you work now with animals. It seems not that hard. And part two is it true that you ever wanted to cast David Toulis as a dog? I did what... Oui, je voulais faire un film avec David Toulis comme chien. Comment vous savez ça? Personne ne le sait, ça. Et il vous a dit, ben voilà, ben très bien. Donc j'ai essayé de le caster comme un chien. Oui, j'avais une histoire où un homme est réincarné comme chien. Et je voulais le voir jouer un chien, mais il ne voulait pas, il n'était pas prêt à faire ce personnage. Il a dit non.
La première question, c'était? I'm sorry. Oui, chaque image est difficile. Et à ses propres difficultés, travailler avec les enfants, ça n'a pas été difficile. C'est pour ça que j'ai 7 enfants d'ailleurs. Et travailler avec les animaux, ce n'était pas difficile pour moi non plus. Sur Cheval de guerre. C'était difficile parce qu'il fallait être patient, il fallait attendre un peu. Mais c'était pas difficile. Ce qui était difficile, ce qui était impossible, c'était de travailler sur l'eau. Et je n'ai jamais fait un film sur l'eau depuis Les Dents de la Mer parce que c'est impossible, on ne peut pas le faire. Sauf si on a le numérique comme avec Tintin. Madame Mr. Spielberg, je vais vous poser la question en français. Croire en l'impossible, c'est un petit peu la devise de Cheval de guerre. Parlez bien dans le micro. Ah pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Croire en l'impossible, c'est un petit peu la devise de Cheval de guerre. Et j'aurais voulu savoir si c'était une devise personnelle qui vous accompagnait dans votre vie de tous les jours et dans votre carrière. Sort of an underlying, a sort of motto you could put to Warhorse would be believing in the impossible. Is this your sort of own personal mantra in a way? Non, ce n'est pas ma devise personnelle, mais c'est bien. Je pourrais l'utiliser, effectivement. Mais bon, vous savez que c'est des mensonges. Mais Cheval de guerre parle de l'espoir permanent. C'est comme ça que je dirais. Ça parle d'un animal qui n'a que de l'espoir, qui ne peut être qu'optimiste, qui ne peut être que positif en tant que force de la nature. Et là, il y a des gens qui se disent trop intelligents et qui se battent dans cette guerre. Et là, ça les aide à se rendre compte de leur propre humanité à cause d'un animal qui rassemble des êtres humains. C'était ça qui était au cœur de pourquoi je voulais faire ceci. Oui, bonjour. 2 questions, Stephen. The first one is about. I remember from an interview with Viggo Mortensen. He was talking about his experience with the Hidalgo movie and the horse. He was not referring to the horse as an animal, but as an actor. I was very surprised, and I would like to know if you would go that far. And second question is, a French movie is making the news this week in your country. It's a bizarre movie because it's in black and white. It's a silent movie. Have you seen it? What do you think of this homage to the 1920s Hollywood, your Hollywood, I mean, coming from this country? And would you see this movie going to the Oscar? I mean, given your experience of the Academy, what do you think? Well, I'm not going to be a prognosticator of any of the Bon, awards. je ne vais pas faire des pronostications pour les Oscars. C'est très délicat. Ça va être le collectif, la conscience collective d'Hollywood qui va décider de ce qu'ils vont choisir. Mais c'est un excellent film avec un chien formidable. J'aimerais bien faire un film avec un chien, et Milou serait formidable, de mettre les 2 chiens ensemble. Et je pense que c'est une année formidable pour le cinéma Hollywood, une très bonne année. Bon, il y a les mêmes choses, hein. Mais bon, on connaît ces films. Moi, je fais des films comme ça des fois, mais il y a de nouvelles voix qui apparaissent, qui sont fascinantes en fait. Et cette année, elle est superbe. On va voir ce qui se passe. La première question, c'était quoi? Il y avait une autre question avant. Oh, about the horse being an actor? Oui, le cheval qui est acteur. Non, non, je ne dirais pas que le cheval est un acteur. Moi, j'appelle un cheval. L'interprétation du cheval, en fait, ça venait du cheval parce qu'il y avait des professionnels qui aimaient ce cheval. Les acteurs, moi-même, on adore les chevaux. Et le cheval improvisait remarquablement. Je vais parler d'improvisation parce que le cheval venait sur scène et faisait des choses qui n'étaient pas écrites. Et on s'y attendait pas. Ça marchait tellement bien. Et les acteurs, ils n'étaient pas gênés, ils s'arrêtaient pas, ils continuaient. Quand le cheval a commencé à lécher, à frotter sa tête sur le père, quand le père il ramène Joey et il présente à la mère est en colère parce qu'il était censé acheter un cheval de travail, pas un demi-sang, et il n'arrêtait pas de frotter sa tête sur le père. Moi je ne peux pas dire au cheval de faire ça, c'est quelque chose qui était
donné par le cheval. Et il y a des exemples comme ça tout au long du film où il a fait une contribution. Je ne dirais pas qu'il a joué. Non, les chevaux ne sont pas des acteurs. Super 35? Super 35. Parce que je l'ai déjà utilisé, c'est un processus merveilleux. Ça vous donne une image très large, sans être obligé d'utiliser un objectif anamorphosé. Le problème, c'est qu'il faut serrer l'image, et puis il faut un autre objectif pour élargir l'image après. Donc, en fait, une conversion technologique d'une image serrée à une image élargie, anamorphosée. Donc, je n'aime pas ce processus. Je préfère l'aspect 2, 3, 5, Super 35, je préfère ça à des films anamorphosés. Je n'aime pas ça, les films anamorphosés. Maybe a bit about next projects, the next movies that you're working on in the next years, and if you could also tell us something in French, maybe the way the French audience reacts here in France. You want me to speak French to you? Vous voulez que je parle en français? Non, ce ne serait pas un bon choix de carrière. J'ai beaucoup de gens qui m'aiment, je ne veux pas les perdre avec mon mauvais accent. Alors, il y a beaucoup de choses. En fait, je viens de terminer un film sur Abraham Lincoln avec Daniel Day-Lewis. Et je suis extrêmement fier de ce film. Et je suis au milieu du montage de Lincoln, donc je ne peux pas parler beaucoup de ça avant le moment venu. Et je fais un film de science-fiction, probablement au mois de septembre de cette année, qui s'appelle Robopocalypse, basé sur le film de Daniel Hudson, sur cette histoire d'une guerre entre des robots et des êtres humains. Je crois que ça va plaire aux foules. Il y a beaucoup d'action. Mais il y a un message. Donc le message est dans le popcorn en fait. Il faut acheter le popcorn, il faut aller jusqu'au fond de la boîte pour trouver le message de Robopocalypse. Et puis j'ai 2, 3 autres plans. Je ne veux pas en parler parce que c'est trop loin. Mais il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de télévision. On fait beaucoup de télévision dans ma société de production pour les diffuseurs là-bas. Donc j'ai du boulot. Hello, sir. We're talking about your accent. Why did you choose in this movie to have every people speak in English with an accent? I mean, the French are talking to French in English with a French accent, etc. Like Hogan's Heroes episode or something. You know, when you make I really want... Vous savez, je voulais que ce film parle à des familles, même s'il y a des moments très intenses et tristes. Il y a une certaine catharsis, mais il y a de la joie aussi. Je voulais que les familles se rassemblent autour du film. Je ne voulais pas que les enfants soient là, obligés à lire le film, d'aller de gauche à droite pour lire le film. La liste des films là, j'ai fait de la même manière. Tout le monde parle avec leur accent réel. Et ça ne vient de personne. Et c'est la même chose avec Cheval de guerre. Personne adopte un accent. En fait, c'est les vrais accents. C'est la voix naturelle de Nils. C'est la voix de Jeremy Irwin. Donc, je trouvais que c'était mieux de ne pas lire ce film. Parfois, les films sont doublés en France et dans d'autres pays, et parfois, ce sont des films sous-titrés. Mais je voulais, en faisant ce film, je faisais pour un public global, étant donné que c'est tout en anglais, je voulais que c'était très important que le premier public dans les pays anglophones, je pensais que les jeunes ne seraient pas obligés de lire le film. Bonjour, Monsieur Spielberg. Vous avez choisi 2 chevaux en particulier pour ce film. Je voulais savoir comment s'est porté votre choix. Est-ce que vous avez fonctionné de la même manière qu'un casting avec des comédiens? You've chosen 2 particular characters in this, with the animals and everything. Did you go about casting that the same way as you cast the human actors, live actors? Oui. Oui. On avait la possibilité de voir un nombre énorme de chevaux qui seraient bien pour jouer Top Thorn, parce que Top Thorn, c'est un cheval important. Et le choix se fait tout seul, en fait, parce que Bobby a trouvé des entraîneurs qui avaient des chevaux qui étaient parfaits en termes de taille, en termes d'aspect. Donc des tailles différentes pour jouer, et les autres, mais c'était important
que d'avoir des chevaux qui appartenaient à ces entraîneurs, qui sont nés chez les entraîneurs. Et il y avait ce lien, ils étaient inséparables. Et on a vu des résultats, de meilleurs résultats, quand le cheval était la propriété de l'entraîneur. Et ils étaient là depuis tout le temps, donc ils faisaient tout ce qu'on demandait, plus que les chevaux qui étaient pour sauter, pour courir. Là, quand il y avait la confiance, là, il y avait une performance remarquable, mais il fallait cette confiance. Bonjour, Monsieur Spielberg. Ce film a une facture très classique. Vous auriez très bien pu le réaliser. Il n'y a pas d'effets spéciaux, de choses comme ça. Vous auriez très bien pu le réaliser il y a 20 ans, 30 ans. Pour autant, je ne suis pas sûr que ce film aurait été le même si vous l'aviez réalisé il y a 30 ans. Ce que je veux dire, c'est comment vos films, comment ceux que vous faites presque chaque année, vous influencent au quotidien quand vous tournez. Qu'est-ce qu'on peut retrouver de votre filmographie dans ce film-là? This is a very classical film in a way, because it's the sort of film that could have been made 30 or 40 years ago, no special effects, things like that. But if you had made it 30 or 40 years ago, it wouldn't be the same film. How has what you've made in the past influenced this film? What have you brought in from the past into this one? Well, il y a ce que j'emmène du passé, c'est ce que j'emmène à tout film que je fais, ce que j'emmène du passé, c'est de l'expérience. C'est tout simplement, je sais comment faire les films, si vous voulez. Donc, là, ça ne veut pas dire que ça va ressembler à un film que j'ai fait il y a 10 ans, 20 ans, ou il y a un an. C'est tout simplement, ça veut dire que le niveau d'expérience que j'ai gagné, j'ai acquis depuis 40 ans de films, de cinéma, ça m'aide plus qu'autre chose, en fait, à discriminer, à faire des choix, à avoir des choix plus propres. Quand j'ai commencé à réaliser, je filme tout de tous les angles, je ne savais pas ce que j'allais faire, et je filmais pour me protéger, pour que je me sente en sécurité. Et dans la salle de montage, j'utilisais la moitié de ce que j'ai filmé, et le reste était par terre. Et avec de l'expérience, je filme moins. Le rapport, c'était 10-1 à 4-1. Et c'est ce qu'on a avec l'expérience. Ça n'a rien à voir avec des questions stylistiques ou le changement de thématique ou un changement dans mes propres croyances. Comme je commençais à avoir des enfants, j'ai grandi, je voyais le monde différemment. C'est tout simplement une question de comment Cheval de guerre a été aidé par tous les films qui ont précédé ce film. Ces films qui m'ont donné un peu de confiance, et un peu de manque de confiance aussi, c'est très important. Il faut se questionner, il faut raconter l'histoire, parce que c'est un film par épisode, j'ai jamais fait ça avant. Mais en même temps, je ne découvre pas le film dans la salle de montage. Donc, filmer de façon éparpillée et puis de retrouver quelque chose. Maintenant, je trouve le film en le tournant. Je ne suis pas obligé d'attendre pour le trouver avec le monteur. Dans vos films, dans la majorité de vos films, l'enfance, la jeunesse, l'innocence sont toujours malmenés par des adultes, par leur folie. D'où vient cette constante, d'où vient cette obsession? Very often in your films, childhood and children and youth are often very hard done by a sort of a very harsh adult world. Where does that sort of thing come from in your films? Probably traumatized as a J'étais traumatisé enfant. Hein, elle a probablement des traumas multiples à l'école primaire, au lycée. J'étais toujours le petit gamin chétif, là, et puis les grands qui étaient très populaires me défilaient. Et là, maintenant, il paye beaucoup d'argent pour voir mes films, donc je suis très content. Et en fait, j'ai grandi, j'étais un peu un geek. Et là, je protège les faibles maintenant, parce que j'étais un faible avant de devenir un réalisateur. Donc, ça vient peut-être de la pureté de mes propres expériences en tant qu'enfant. Again, I would like to know what was the most difficult scene with the horse to shoot, and did you use storyboards or else in order to prepare your movie? Well, there were two. Every scene was difficult to a certain. Il y avait toutes les scènes qui étaient difficiles, mais c'est en fait quand je jouais court tout seul, c'est ça où c'est plus difficile, où il panique dans le no man's land, surtout la nuit, c'était très difficile. Vous ne pouvez pas croire le travail qui était nécessaire pour remplir chaque trou qu'il y avait, chaque nid de poule qu'il y avait, pour qu'il ne trébuche pas, etc. Donc chaque prise, il fait des trous avec ses sabots, donc il fallait tout relisser
vraiment, il fallait que le tout soit sécurisé pour les chevaux, surtout quand il est dans les tranchées. C'est très dangereux de le faire courir dans les tranchées. Donc c'était ça, c'est là où j'étais le plus inquiet, si vous voulez. Donc on a filmé pendant 3-4 jours, la nuit, dans le No Man's Land. Et l'autre question, c'était... Did I storyboard? Yes, Storyboard, oui, je fais beaucoup de storyboarding. Et puis là c'est parce que je voulais que les entraîneurs valident les prises que je voulais prendre. Et je leur ai laissé le soin de me dire si le cheval était capable de le faire ou pas. Et parfois ils disaient non, on ne peut pas le faire. Donc je jetais le storyboard à la poubelle. J'en ai beaucoup. La première chose que j'ai faite après la première version de The Shot Curtis, première version du scénario, on a fait quoi, 15-20 versions. Et j'avais 1000 storyboards qui étaient dessinés avant la fin du deuxième jeu. Parce qu'il fallait entraîner les chevaux rapidement pour pouvoir donner aux entraîneurs assez de matière pour voir s'ils pouvaient faire le film ou pas. Et normalement, le storyboard, ça dépend. Storyboard pour être très non. Liste Schindler, non. En vieillissant, je fais de moins en moins, mais quand il s'agit de la sécurité, le storyboarding, c'est très important. Parce que il faut que tout le monde soit au même endroit. On cherche tous la même prise. Et c'est une bonne façon de le faire. Je ne le fais pas tout le temps, mais ici, c'était nécessaire. Je voudrais savoir si ce sont les contraintes du tournage de Tintin et l'absence de décor sur le tournage qui vous ont amené à utiliser autant de figurants, de chevaux, autant d'opulence et de vie dans le film. So I was wondering if it was all the constraints and the limits that you had, in fact, when you were making Tintin and having to create everything. Is that what led you to having so many extras and such opulent sets and decor and everything in this film? No. Non, Tintin n'a pas influencé Cheval de Guerre. Tintin, c'était une autre bête en quelque sorte. Hein. Et je l'ai traité comme ça. Hein. Je n'ai pas fait de référence à Tintin, je n'ai pas pensé à Tintin quand j'ai fait Cheval de Guerre. J'ai fait une pause de Tintin en fait quand j'ai fait Cheval de Guerre. Il n'y a jamais eu de chevauchement, ni d'influence l'un vers l'autre. Bonjour. Cheval de Guerre raconte une histoire assez sentimentale entre ce jeune homme et son cheval. Pourtant, dans le film, vous ne cachez rien des horreurs de la Première Guerre mondiale. Est-ce que ce grand écart vous a posé à un moment donné problème? Ou est-ce que vous vous êtes dit, attention, si je vais un peu loin dans la présentation de la guerre et de la violence, le public pourrait se désintéresser du sort d'un cheval quand la vie de tellement d'hommes est en jeu? The story is a sentimental story, basically, that you have in the film. And at the same time, the backdrop is a very violent situation which you don't go into. Was it because you thought that might detract from the sentimental story? If you're going to talk about all the horrors that people were going to go through, they wouldn't think so much about the horse? No, I didn't. Non, c'était pas ça ma démarche. Je regardais ça du point de vue du fait qu'on savait que c'est une histoire qui parle de l'intérêt humain. Ce n'est pas un document historique de la Première Guerre mondiale. On parle des êtres humains. Et le catalyseur de cette histoire est la raison pour laquelle les personnages étaient séparés et ils se battent pour se réunir. C'est à cause de la guerre, mais il ne s'agit pas de la guerre. Sinon, j'aurais fait beaucoup plus de détails de comment c'était d'être un soldat sur le front, mais c'était pas ça l'histoire que je voulais raconter. Hi, Mr. Spielberg. Well, my question is kind of linked to the previous question, but yes, so you said it's not about war, but for about 30 years, you've been pretty much obsessed with war, and you've been trying to represent it differently each time. So have you found the best way to represent war with that character, with that horse, or is it something else, something different you wanted to do? No, there's no one best way to represent war. Il n'y a pas une meilleure façon de représenter la guerre. La meilleure représentation, en fait, c'est le point de vue du réalisateur. Et moi, mon point de vue est différent à chaque fois que je traite ce sujet. Et c'est différent des autres histoires de guerre que j'ai racontées. Le Prince Ryan, bande de frères, Pacifique, tout ça, c'est des films qui se ressemblent. J'ai fait Valiant pour mon père, qui était vétéran de la guerre, etc. Et d'autres
combattants. Il y en a qui sont toujours avec nous, toujours parmi nous. Mais je n'ai pas de lien direct à la Première Guerre mondiale. Je n'avais pas vraiment d'intérêt. Ça ne m'intéressait pas avant que je lise le livre de Michael Morpurgo et que je vois la pièce. Et ça sert de catalyseur. Et le livre ne parle pas des détails de la guerre. On parle de ce qui est créé, ce qui est provoqué par la guerre chez les personnages. Et comment ce cheval est une sorte d'oasis dans cette guerre. Donc c'était très différent en termes de films de guerre, si on veut parler de ça comme ça. C'est très différent des autres films de guerre que j'ai fait. Et c'est un film qui parle, une histoire qui parle des êtres humains. I would like to ask you about the choice of Neil Sarestrup for the play. What led you? How did you discover him, and why did you choose him for the part? Why does he? Je vois beaucoup de films français. Et c'est vous qui l'avez découvert. Hein. C'est un trésor national, un trésor de la France qui représente la démarche française au cinéma. Moi, je l'ai vu dans le Scaphandre, le Papillon, Un prophète, le film de Sophie Marceau. Et pour moi, c'est un grand acteur. Je l'ai rencontré plusieurs fois professionnellement quand j'ai fait le casting pour des rôles français, pour Munich, pour un autre film. Et donc, on a pu se rencontrer il y a longtemps. Et j'étais persuadé que si je pouvais trouver le bon rôle pour lui, j'allais le mettre dans un de mes films. Et ici, il n'y avait pas de premier, deuxième, troisième choix. Ici, c'était lui. C'était lui que je voulais. Je ne voulais personne d'autre pour jouer ce rôle. Hi, Steven. Hi, Amir. I wanted to know if you have been influenced by Kurosawa movie, Akira Kurosawa, to talk about war and horse. Kurosawa utilise beaucoup de used a lot of horses. Et il utilisait très bien. Surtout dans un de mes films préférés de Kurosawa, Ran. Là, vraiment, c'était là où il a le mieux utilisé les chevaux. Mais là encore, dans un film de Kurosawa, tous ces films, comme tous les films de John Wayne, les films de John Ford, et même dans mes films d'Indiana Jones, les chevaux, c'est un moyen de transport pour les héros, pour qu'ils se déplacent. On ne regarde pas le cheval, on voit les gens qui sont sur le cheval. C'est la première fois que j'ai fait un film où ça parlait d'un cheval. Je regardais Indiana Jones, c'est toutes ces scènes où il y avait Harrison sur un cheval. Je m'occupais jamais du cheval, je ne regardais pas le cheval au montage, je regardais jamais le cheval, je regardais Harrison. Et d'un coup, maintenant, je suis obligé à regarder, à me focaliser sur le cheval. Est-ce que ce cheval peut porter ce film? C'était ça le défi. Et pour Kurosawa, c'est très bien de parler de lui, je suis content que vous en parlez, parce que lui et John Ford, ils étaient comme des jumeaux conjoints en fait, ils sont auto-nourris en fait. Ford et Kurosawa, ce sont des frères dans le western, la culture, deux cultures de western différentes, mais Kurosawa, il faisait du western aussi. Monsieur Spielberg est pratiquement au top Hollywood depuis plus de 30 ans. Je voudrais savoir comment, depuis toutes ces années, il a vécu cette énorme pression, comment il vit ça un peu au quotidien, et comment il se sent toujours bien à Hollywood. So you've been at the top of Hollywood for 30 years now. How do you deal with that in your life? Well, Hollywood is just a sign on a hill. Mais Hollywood, en fait, c'est des lettres sur une colline, en fait. Hein. Ce n'est pas un état d'esprit. C'est une étiquette facile qui est là depuis très longtemps, qui existe depuis 100 ans presque. Mais je ne vois pas... Moi, je regarde où je vis, où je travaille comme étant une source de possibilités. Je ne vais pas au boulot le matin en disant je vais à Hollywood. Moi, je pense à Hollywood quand je vais dans des avant-premières, où il y a le tapis rouge, etc., ou des récompenses, etc. Mais dans l'usine de travail, dans mon existence professionnelle, je ne vois pas où je suis, à quel niveau de Hollywood non plus. Là, je dirige une société, je dirige des films, et c'est du boulot, c'est beaucoup de travail. Là, on met des smokings, et c'est là où on pense à Hollywood éventuellement. Non, je ne ressens pas de pression. Non, pas du tout.
Peut-être si je prenais du temps, si je faisais une pause et je réfléchissais, oui, mais je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Cheval de guerre, curieusement, on a l'impression que c'est plutôt un cheval de paix. C'est-à-dire qu'il il humanise en quelque sorte le conflit, il fait que les hommes se rencontrent, et ce qu'il porte en lui, c'est plutôt la paix. Et il me semble que dans votre film, il y a à la fois une sorte de conte sur la paix et un film de guerre. Et est-ce que l'enjeu, ça n'est pas justement de lier l'un à l'autre et de faire que finalement, toute la première partie et la dernière partie du film, qui sont quelque chose, une sorte de conte, enrobe la partie centrale qui est la partie de guerre, pour lui donner finalement un sens, pour l'humaniser d'une certaine manière. So, in fact, I mean, the film is called War Horse, but in a way, you could probably call it Peace Horse in a way, because that's what the film seems to bring. It's like a tale on peace, mixed in with this war film, but the whole thing, you've got the war in the middle, but around it, sort of enveloping it, you've got the peaceful aspect. That's why I always said this is a tale of... Oui, absolument. Moi, je dis que c'est un conte de courage et d'espoir. Et c'est une histoire optimiste, hein, de rien. Et je pense que Joey montre la voie à une solution paisible. Mais c'est une interlude, une brève interlude, et puis une petite lumière qui s'éteint tout de suite après, une fois que Joey a fait ce qu'il devait faire. Donc il y a beaucoup de messages dans cette histoire. Quand j'ai vu la pièce, ce qui me faisait pleurer, ce n'était pas quelque chose, rien de précis à l'histoire, mais ce qui me faisait pleurer, c'était le gaspillage. C'était ce gaspillage énorme de vie humaine. Et dans un conflit qu'on aurait pu régler de façon diplomatique, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. Il y a deux questions. Une question qui rejoint un peu celle d'avant, c'est est-ce que ce cheval, notamment dans la partie guerre, n'est pas une métaphore en fin de compte de la guerre? C'est-à-dire cette guerre qui s'emballe, qui devient folle et qui finit par s'embourber dans les barbelés et qui sera délivrée quand on aura compris que les uns et les autres on pactise, quoi. Et l'autre question, c'est la fin qui ressemble beaucoup au western. Est-ce que c'était cette dernière image voulue, pas voulue, ou est-ce que c'est simplement une idée de ma part? So you could see the horse as being a sort of metaphor for war in a way, you know, sort of running headlong into the barbed wire, and it gets totally bogged down. And it's only through collaboration between the enemies that it actually is released. So that's the first part of the question. And that's a good statement. I mean, I think you've answered my question. C'est très bien. Je crois que vous avez donné la réponse avec beaucoup d'éloquence, beaucoup mieux que moi j'aurais fait. Donc c'est ça ma réponse. Ma réponse, c'est votre question. Very sort of Western-like ending. You know, was that a deliberate thing, or was it just something that naturally sprang out of the film? No, it wasn't a Western ending at all. Non, c'était pas une fin de western en fait. Je sais qu'il y a ces grands cieux, puis ces couchers de soleil. Non, en fait, on a eu un coucher de soleil remarquable. C'était des gens qui revenaient à la maison, et j'ai pris ça, parce qu'il y avait des couchers de soleil pendant 5 soirées en fait. 3 fois on a pu le faire, mais il faut des nuages, donc il y avait 3 fois il n'y avait pas de nuages, mais on a attendu 5 jours, pendant 3 journées on avait des prises que vous avez vues, mais ce n'était pas un hommage à un western ou un hommage à Autant porte le vent, non plus, hein, j'ai entendu ça, mais non, mais et là il n'y en avait pas de vrai, hein, là c'était des couches de soleil qui étaient peints sur des grands draps en fait, mais non, là non, c'était pas prévu comme ça. Mais c'était une fin romantique aussi, et puis c'était, il y avait cette idée de soulagement, ayant vécu tout ce qu'ont vécu Joey et Albert, on voit ce soulagement dans la nature et l'espoir que la guerre prendra fin. 5 days for clout in England is pretty exceptional. Yeah. So, final question at the back. One of the questions that no one really, asked is the relationship between the horse and man, humankind. I've been horse riding many, many, many years, and I've been told, you know, it's a very strong domination of men on animals, whether they're horses or dogs, and I thought what was really beautiful in the film was the relationship between men and
horse, and what you could obtain with any kind of animal when you give love and respect to the animal. I mean, was it an intentional message, or was it just you were telling a story? But maybe that was the subtitle or the undertitle, or for me it was really important, and I think there's a message there for humankind on how respectful we could be to horses, dogs, whatever animal. Oui, là encore, comme le monsieur ici, je ne peux pas le dire autrement, c'est un manque de respect